propos, c'est quand l'école outrepasse sa mission. D'abord, quelle est la mission de l'école ? On a cette dichotomie instruction-éducation. Et cette dichotomie, elle n'est pas nouvelle et elle suscite quand même depuis longtemps des tensions qui durent. Déjà dans la loi Ferry, l'éducation morale et civique avait une place prépondérante et aujourd'hui dans le Code de l'éducation, il est écrit que le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir d'une part l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, etc. et d'autre part l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique. Et la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Donc vous voyez qu'on est bien sur le versant éducatif. Alors la contestation de la mission éducative de l'école, elle n'est pas nouvelle. Elle a connu un paroxysme entre 1882, loi Ferry, et la Première Guerre mondiale. Et depuis, elle semblait s'être quelque peu atténuée. Sans doute parce qu'il existait, on va dire au cours au moins du XXe siècle, un creuset commun en ce qui concernait les valeurs à transmettre. Dans sa lettre aux instituteurs de 83, Ferry précisait ainsi qu'il s'agissait de transmettre par l'école au niveau éducatif, cette bonne et antique morale que nous avons reçue de nos pères et mères. Ce que vous allez communiquer à l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse, c'est la sagesse du genre humain. C'est une de ces idées d'ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité. Et également, l'action éducative était limitée à l'enseignement primaire. Or, aujourd'hui, depuis 1982, elle a été étendue au secondaire. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est pléthorique. Donc, on peut se poser la question, est-ce que l'école transmet toujours une idée d'ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité ? Alors, en partie, oui, mais pas totalement. D'abord, il y a une notion simple, c'est que les normes morales éducatives que l'école veut transmettre sont contingentes. Elles sont propres à une époque particulière, ce qui ne disqualifie pas pour autant nécessairement leur transmission, parce que c'est indispensable pour bâtir une société commune. Là où le bas blesse, c'est quand l'école prétend éduquer non pas à la sagesse du genre humain, mais à des utopies ou à des idéologies accidentelles, dépourvus sans conteste de caractère d'ordre universel et qui sont le produit d'illusions récentes et éphémères. Et dans un tel contexte, les principes de primauté éducative et de coéducation doivent encore plus être défendus. Ces principes, on les a largement balayés au niveau des conventions internationales tout à l'heure. Dans le droit, dans le code de l'éducation, le principe, c'est que normalement, les parents doivent être associés au projet éducatif d'école ou d'établissement. Dans le code de l'éducation, il est inscrit que l'école se construit avec la participation des parents, que la formation scolaire complète l'action de la famille, que les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Dans la pratique, ces principes sont parfois bien écornés. D'abord, on a parfois une éducation scolaire qui ne complète plus l'éducation de la famille, qui s'y substitue. Donc, je vous ai cité tout à l'heure tous les champs d'intervention extrêmement larges. Je ne vais pas revenir dessus. Et l'extension de ce périmètre d'intervention, on l'a dit à plusieurs reprises, elle est justifiée par ses défenseurs, soit par les évolutions sociales, soit par un discours qui présente les parents au mieux comme dépourvus du temps ou des compétences nécessaires, ou encore comme défaillants, ou au pire comme dysfonctionnels, voire maltraitants. Et en particulier, vous savez que l'école est très interventionniste dans le domaine de la sexualité et de la santé des mineurs. Vous connaissez tous, je pense, les dispositions relatives à l'infirmerie scolaire qui permettent à l'infirmerie scolaire de dispenser aux élèves, même mineurs, et en l'absence de toute information des parents, de la contraception ou de les renvoyer sur des professionnels pour accéder à l'IVG. Mais on avait aussi en août 2021, lors de la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui a inclus une offre dans les collèges et les lycées, la loi du 5 août 2021 avait prévu que les mineurs de plus de 16 ans, donc de 16 et 17 ans, puissent être vaccinés à leur demande sans l'autorisation, voire l'information des parents. Donc c'était possible dans le cadre d'un établissement scolaire. Parfois, on a simplement une substitution indirecte ou une remise en cause du rôle éducatif des parents. Je vais vous donner quelques exemples. En 2008, on avait des parents qui avaient assigné en responsabilité le directeur du lycée privé où était scolarisé leur fils. Ils lui reprochaient de ne pas les avoir informés d'une rumeur qui circulait depuis le mois de mars et selon laquelle leur fils savait comment se procurer des produits stupéfiants.
Or, à la fin de l'année, en juin, leur fils a été exclu de l'établissement pour avoir été filmé avec 2 camarades en train de fumer du cannabis. Donc les parents ont dit, vous saviez à l'établissement scolaire, vous saviez depuis le mois de mars que notre fils savait comment se procurer des produits stupéfiants, vous ne nous avez pas informés et vous l'avez exclu en fin d'année. Et donc les parents ont soutenu que l'établissement avait commis une faute grave. Ils ont été déboutés par la juridiction. La Cour de cassation a jugé que ne saurait être qualifiée de fautive l'absence de révélation aux parents d'une rumeur concernant le comportement de leur enfant. C'est une décision qui est plutôt étonnante puisque les parents subissent directement les conséquences, sont responsables de l'attitude de leur enfant qui était se procurer des produits stupéfiants et les consommer dans l'enceinte de l'établissement. Alors peut-être que les parents auraient dû changer leur fusil d'épaule et non pas assigner l'État en responsabilité pour faute, mais plutôt contester la sanction d'exclusion en disant je n'ai pas pu mettre en œuvre les moyens propres à faire en sorte que mon enfant ne soit pas exclu puisque je n'avais pas été informé qu'il savait comment se procurer des produits stupéfiants. Mais vous voyez qu'il y a quand même une remise en cause du rôle éducatif des parents, y compris au sein de l'enceinte scolaire. En 2015 a été lancé le plan numérique pour l'éducation qui prévoit de doter élèves et enseignants d'équipements mobiles et de ressources numériques. Et dans la plupart des collèges publics, les enfants se voient dotés en général de tablettes, d'iPad dès la 6e. Et si les parents se voient officiellement reconnaître la possibilité de refuser l'équipement numérique, il leur est parfois précisé que leur enfant pâtirait en classe de l'utilisation des tablettes. Ainsi, dans des académies qui dépendent de la région Normandie, le protocole disait « Les parents pourront bien entendu refuser de signer la convention de prêt. Dans un tel cas de figure, leur enfant ne bénéficiera pas du prêt. Cependant, dans cette situation, l'élève pourrait se retrouver en difficulté lors de l'usage en classe. » C'est donc une incitation à faire pression sur les parents concernant un sujet qui n'est pas neutre, l'usage des écrans, et on sait aujourd'hui tout le tort qu'en pense, même au niveau politique, puisque le président Macron s'est exprimé sur le sujet, sur l'usage des écrans, en particulier chez les collégiens. En 2021, on a vu un projet de circulaire relatif au questionnement de genre des élèves qui prévoyait la possibilité pour un établissement scolaire de mettre en place une transition sociale, c'est-à-dire le changement de nom, de prénom et de pronom des élèves sans informer les parents. Finalement, aux grandes dames des militants, grâce au Conseil de personnes éclairées, le ministère de l'Éducation nationale a renoncé à cette violation de l'autorité parentale. Mais c'est toujours remis en cause par les militants qui souhaiteraient que l'école puisse agir contre la volonté des parents. Au même moment, en 2021, qui a quand même été une année prolixe, on a eu un document intitulé « Covid-19 et risque de dérive sectaire » qui a été diffusé par le ministère de l'Éducation nationale pour la réouverture des établissements scolaires et qui, alors qu'on venait de solliciter les parents à temps plein pour s'occuper de leurs enfants, a diffusé un climat de défiance au sein des établissements, puisque le document présentait comme un enjeu l'identification des changements de comportement des élèves susceptibles d'être provoqués par des influences familiales ou extérieures. Le document disait demander aux enseignants d'identifier les situations d'élèves en situation de risque de dérive sectaire, avec la justification l'enfant étant dépendant de son environnement, une attention doit donc être portée aux élèves dont les responsables légaux sont réticents ou opposés aux recommandations faites en matière de santé publique. Donc on observe depuis quelques années un raidissement de l'institution qui entraîne des relations conflictuelles de défiance entre parents et établissements. C'est toujours très palpable aujourd'hui. On sent que le principe de la coéducation est quand même battu en brèche. Et en témoignent une nouvelle fois les consignes strictes qui ont été données par la circulaire du 4 février 2025 relative à l'éducation à la sexualité, qui à la fois limite l'information donnée aux parents et donne consigne de systématiquement signaler toute difficulté dans la mise en œuvre du programme, alors que pourtant sur ce sujet majeur qu'est les VARS, pour que vraiment une éducation à la sexualité puisse porter ses fruits, il faudrait que le contenu dispensé à l'école soit travaillé avec les parents pour éviter les contradictions et les tensions et qu'il y ait vraiment une coéducation sur ce sujet essentiel. Donc comment faire pour redonner un caractère effectif et tangible à ces principes de primauté éducative et de coéducation où on voit qu'ils sont vraiment aujourd'hui remis en cause. Alors d'abord, on l'a dit à plusieurs reprises, pour que l'institution scolaire reste à sa place et respecte le rôle éducatif des parents, il faut en premier lieu que ceux-ci l'exercent et éduquent leurs enfants. Or, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. La tâche éducative des parents semble plus difficile. Je n'ai pas le temps de creuser toutes les causes, mais
c'est un constat. Il y a de plus en plus de parents qui sont en difficulté pour éduquer leurs enfants. Et donc, l'État a beau jeu de dire « je prends la relève puisque vous ne faites pas le job ». Et donc, les parents doivent prendre le temps nécessaire, aussi se former, parce que éduquer un enfant exige de se former. Si on ne le reçoit plus dans une transmission générationnelle, il faut aller chercher soi-même la formation. Il faut partager avec l'enfant des activités, des lectures, des réflexions, des jeux. S'agissant notamment de l'EVARS, il y a des offres qui se mettent en place pour donner aux parents des informations, des outils, des supports éducatifs. Et il faut que les parents abordent sereinement les thématiques du programme avec leurs enfants, parce que plus les enfants auront bénéficié d'une information préalable et de qualité à la maison, et moins il y aura d'occasion d'être choqués par ce qui est transmis à l'école. Et puis, si l'enseignement dispensé dans l'institution scolaire choque ou heurte les enfants, eh bien, c'est l'occasion de mettre en place un dialogue. Tout à l'heure, j'entendais, je ne sais plus quel intervenant qui disait c'est dommageable quand il y a une critique des enseignants à l'école. Alors certes, on ne doit pas critiquer la personne, mais on peut avoir tout à fait une lecture, un regard critique sur un enseignement qui est dispensé. C'est comme ça qu'on va former l'enfant à apprendre qu'il existe des différences de point de vue qui n'empêchent pas le respect mutuel, mais qu'on va lui apprendre à évaluer, à peser les points de vue en présence, à former son esprit critique au sens noble du terme, et exercer son jugement. Et je pense que c'est un défi qui est donné aujourd'hui pour les parents, justement, de se lancer dans cette tâche, de rentrer dans un dialogue vraiment constructif avec les enfants. À ce sujet, il me paraît important de ne pas tomber dans un individualisme et que les parents investis puissent soutenir ceux qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas exercer leur rôle. Souvent, dans les municipalités ou les associations de quartier, on a des propositions de soutien scolaire, mais on pourrait très bien imaginer qu'on pourrait mettre en place ces soutiens à une plus petite échelle entre parents d'enfants scolarisés dans un même établissement ou habitant le même quartier, que les parents d'élèves qui sont plus favorisés, qui ont plus de ressources, et puis peut-être aussi notamment les parents délégués qui souvent semblent se plaindre d'avoir un rôle assez résiduel. Eh bien, ils pourraient exercer une mission d'assistance auprès des parents dépassés, soit en les aidant à comprendre les programmes, en les aidant à transmettre à leurs enfants, à justement avoir un regard critique sur ces programmes, aussi tout bêtement les aidant à comprendre les messages ou les exigences de l'établissement. Je discutais l'autre jour avec une enseignante d'un établissement public situé dans une zone d'éducation prioritaire. Elle avait 35 nationalités dans sa classe, donc une par enfant, avec des parents qui étaient allophones, qui ne comprenaient pas les messages qu'elle envoyait aux parents d'élèves, donc ils ne les lisaient pas, donc ils ne pouvaient pas les transmettre à leurs enfants. Et là, vraiment, il y aurait sans doute un soutien à mettre en place de parents à parents pour aider les parents qui ne peuvent pas dans leur tâche éducative. Et cette appréhension collective de la mission éducative des parents, outre le fait qu'elle éviterait qu'un petit nombre de parents défaillants disqualifient l'ensemble, mettrait à mon sens en place les conditions d'une société vraiment responsable et fraternelle. En second lieu, il faut que les parents fassent valoir auprès de l'institution scolaire qu'ils exercent leur mission éducative et que l'institution doit la respecter. Alors ça a été dit, mais il faut tout d'abord que les parents soient en lien régulier avec l'institution, qu'ils s'y investissent, qu'ils la respectent, qu'ils en voient et qu'ils en soulignent les bons côtés avant les dysfonctionnements. Parce que si la relation nouée est positive, alors c'est plus facile d'avoir aussi une critique constructive et qui puisse être audible. Mais évidemment, là encore, ça exige du temps. Et puis, ça exige également de retrouver des manières de dialoguer avec respect et courtoisie, ce qui manque beaucoup dans notre société. Il faut encore être convaincu qu'un dialogue en bonne intelligence ou une médiation est possible. C'est bien souvent le cas. Nous, on l'a quand même vu de nombreuses fois quand on a été saisi par Juristes pour l'enfant, au sein de Juristes pour l'enfance par des parents. Ce n'est pas toujours le cas, mais quand même souvent, on arrive à obtenir, en instaurant un dialogue en bonne intelligence avec l'institution ou avec les enseignants, on arrive à obtenir une véritable écoute. Alors, que faire quand le dialogue est infructueux ? Donc très vite, les parents ne peuvent pas retirer sans cadre leur enfant de l'établissement scolaire. L'enfant est soumis à une obligation d'assiduité, quelle que soit la matière abordée. Et cette obligation implique que les élèves se soumettent aux horaires d'enseignement, accomplissent les travaux écrits et oraux qui sont demandés, respectent le contenu des programmes et la modalité de contrôle de connaissances. Il y a des motifs réputés légitimes par la loi qui sont extrêmement restreints et qu'on ne peut pas agrandir. Et l'absence non justifiée d'un élève est susceptible d'entraîner un avertissement donné par le DAZEN
et ainsi que le déclenchement éventuellement d'une enquête sociale, on en a parlé. Donc on ne peut pas retirer son enfant sans raison légitime. Pour ce qui est la possibilité de retirer un enfant d'une scolarisation en établissement en cours d'année, Hubert Vauvy en a parlé tout à l'heure, pour mettre en place une instruction en famille. Là encore, c'est extrêmement limité. Il faut faire une demande. La demande ne peut être justifiée que par l'état de santé de l'enfant, son handicap ou son éloignement géographique apparu postérieurement au calendrier habituel de dépôt des demandes, ou par une menace établie sur l'intégrité physique ou morale, et ça doit être fait en concertation avec le directeur de l'établissement, donc c'est complexe. Donc voilà, on ne peut pas retirer comme ça son enfant de l'école. Donc il faut mettre en place d'autres actions. Donc je parlais tout à l'heure du dialogue. Parfois, il faut mobiliser des arguments juridiques. Il est nécessaire de rappeler l'existence des règles qui résultent des conventions internationales ou de la loi. Et ça demande du temps, ça demande des compétences juridiques, également des compétences relationnelles, éventuellement de médiation, de négociation. Et là, ces compétences gagneraient à être développées localement par des associations de parents d'élèves avec un juriste. Il n'est pas nécessaire d'être ultra spécialisé parce que ce sont souvent les mêmes éléments de droit qui sont mobilisés. Mais il me semble que ça pourrait être aussi une idée à développer par les associations de parents d'élèves, d'avoir cette petite cellule juridique qui pourrait se mobiliser rapidement pour accompagner les situations qui le justifient et qui, en plus, aurait l'avantage de permettre une mise à distance, un tiers bienvenu entre l'établissement et les parents. Vous savez, dans le droit, quand on a un procès, on a des avocats parce que ça permet aussi d'instaurer une juste distance et de passer tout le côté ultra émotif qu'on peut avoir et revenir sur des choses plus rationnelles qui permettent parfois de résoudre la situation. Parfois, ce n'est pas suffisant de mobiliser ces arguments juridiques. Des procès sont nécessaires. Ce sont eux qui font avancer le droit et bouger les lignes. Une piste intéressante à envisager, c'est les procès avec les enfants. Il nous en a été parlé ce matin par Christophe en ce qui concerne les procès avec la CEDH pour éviter qu'on oppose l'intérêt de l'enfant à celui des parents. J'avais oublié d'ailleurs sur cette question de transition de genre, il y a effectivement un procès en cours actuellement en France, puisque dans un établissement scolaire parisien, un lycée avait accepté la transition sociale d'une jeune fille sans l'accord de ses parents. Et les parents ont assigné l'établissement scolaire en responsabilité. Et finalement, la jeune fille, qui elle aussi a changé d'avis sur sa volonté d'être identifiée dans le sexe opposé, s'est associée à l'action de ses parents. Donc là, on pourra avoir un résultat vraiment positif, puisque l'intérêt des deux, enfants et parents, sont vraiment tout à fait liés. En particulier, les parents doivent pouvoir demander aux juridictions compétentes de se prononcer sur les limites de la liberté pédagogique, puisque c'est souvent là que le bât blesse. La liberté pédagogique, elle n'est pas absolue. On a l'impression que ce principe de la liberté pédagogique, il existe depuis toujours. En réalité, il a été introduit dans le Code de l'éducation en 2005 seulement. Et l'analyse des travaux parlementaires montre que la liberté pédagogique était comprise comme devant permettre aux enseignants d'adopter leurs méthodes et démarches pédagogiques à leur classe et à leurs élèves. Donc c'était pour permettre une singularité aux élèves qu'ils avaient devant eux par rapport à un objectif de réussite de tous les élèves. Et donc on a un philosophe de l'éducation qui s'appelle Éric Prérat qui a commenté ainsi la liberté pédagogique en disant que celle-ci n'était pas la licence de faire ce qu'on voulait, comme on voulait et comme on voulait, quand on voulait. Ça ne consistait pas à choisir une méthode au gré de ses lubies ou de ses humeurs, ce n'est pas une liberté restreinte mais raisonnée. Il n'y a de liberté qu'éclairée par la connaissance et le sens de la responsabilité. Donc aujourd'hui, la liberté pédagogique, elle est revendiquée par certains enseignants comme leur permettant d'imposer n'importe quel contenu comme support pédagogique à leur classe. C'est une mauvaise compréhension de la liberté pédagogique et il faut la réfuter en invoquant en particulier le respect du développement psychique des enfants, le caractère inapproprié des contenus à l'âge des élèves, le respect de leur vie privée, de leur intimité, voire à la marge le respect de la loi pénale. Pour conclure, il me vient une question depuis qu'on évoque ce colloque ce matin, c'est la baisse de la natalité. Depuis ce matin, on dit qu'aujourd'hui, on est dans une phase, c'est jamais qu'une phase, moi je suis toujours très optimiste, on a toujours eu des phases où l'État a voulu s'approprier les parents, et puis après, on sait qu'il y a toujours une question d'équilibre. Bon là, on est en tension d'un côté, mais on va finir par revenir au milieu, c'est ce que j'espère. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une baisse de la natalité extrêmement forte, je crois qu'il y a à peu près 100 000 enfants en moins par rapport à 2010, et on sait que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus avoir d'enfants. Mais on peut se poser la question si finalement la mainmise par l'État du rôle éducatif à ce point-là
ne constitue pas une cause qui est aujourd'hui peu identifiée, mais qui ferait qu'aujourd'hui, les jeunes se diraient à quoi bon avoir des enfants? De toutes les manières, on ne pourra même pas choisir pour eux le genre d'éducation qu'on veut leur donner. On en sera finalement, alors j'aime pas l'expression dépossédé, parce que les parents ne possèdent pas leur enfant, mais en tout cas, on sera écarté de l'avenir de leur enfant. Je ne sais pas, c'est une question qu'on peut se poser. Et en toute dernière conclusion, je rappellerai, une fois n'est pas coutume, l'interpellation du président de la République Emmanuel Macron le 30 juin 2023 en réaction aux émeutes consécutives à la mort d'un adolescent qui était en infraction routière dans les Hauts-de-Seine. Il disait « Il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer. J'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. » Voilà, je crois que tout est dit. Le nœud de l'articulation entre école et parents. La responsabilité parentale doit s'exercer pleinement. La République n'a pas vocation à se substituer aux parents. Je vous remercie.